de Bullevesey. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle séance du Cercle du renouvellement constitutionnel. Nous poursuivons l'analyse de la Constitution de la Ve République de 1958 et ses nombreuses révisions, et notamment l'incorporation en 2004 de la Charte de l'environnement que nous sommes en train d'analyser en la personne de Christian Lerue, qui nous fait profiter de ces analyses. Aujourd'hui, nous poursuivons donc sur l'article 3 de cette charte de l'environnement incorporée dans le bloc constitutionnel. Je te cède la parole, Christian. Merci, Luc. Alors, l'article 3 de la charte de l'environnement dit ceci. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Alors, cet article 3, finalement, répète, grosso modo, paraphrase l'article 2 que nous avons étudié la séance précédente. Parce que finalement, quelle différence y a-t-il entre devoir prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, qui est la formulation qu'on trouve dans l'article 2, et puis ce que nous dit l'article 3, c'est-à-dire que on doit, devoir prendre part à la préservation ou à l'amélioration de l'environnement, article 2 et article 3, devoir prévenir les atteintes à l'environnement. Il semble que c'est tout simplement une répétition de cette injonction. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est ajouté après la virgule. Parce que très souvent, la technique, Marx dirait la vieille plaisanterie du rédacteur bourgeois de Constitution, c'est de dire une chose, puis de mettre une virgule et d'en atténuer immédiatement la portée, voire de la contredire carrément, comme on a pu déjà en parler, notamment dans le cadre de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Bref, donc revenons à notre charte de l'environnement. Toute personne doit prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement. Bon, ça répète ce qu'a dit l'article 2, mais il y a virgule ou, à défaut, en limiter les conséquences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, il faut naturellement l'interpréter comme une concession au capitalisme industriel. On s'aperçoit qu'on a écrit quelque chose d'extrêmement fort d'un point de vue environnemental, on ne va pas dire écologique, hein, environnemental, et puis on dit, oula, c'est un peu fort ce qu'on vient de dire là. Donc on va mettre une virgule, puis on va dire, en limiter les conséquences. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire concession au grand capital. Alors, bon, ça veut dire que c'est une assertion gratuite, mais je vais tâcher de le prouver. Alors, pour le prouver, je vais prendre un exemple précis. Et cet exemple précis, c'est une petite merveille, ça s'appelle le règlement CE numéro 834/2007 du Conseil de l'Union européenne, en date du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques. Alors, on va prendre un exemple qui est lié à la pollution agricole, enfin, et c'est bien le besoin numéro 1 de l'homme, hein, avoir une alimentation saine, etc. Bien. Alors, cette petite merveille, elle dit notamment, évidemment, il y a 200 pages, hein, bon, je vais retenir, j'ai extrait ce qui m'a paru le plus significatif. Article 5, page 7, qui dit ceci. Restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs lorsque leur utilisation des intrants est nécessaire ou en l'absence de pratiques et méthodes de gestion appropriées. Alors, visé au point A, bon, c'était la description des méthodes bio, eh bien, cette utilisation est limitée, 1, aux substances naturelles ou aux substances dérivées du substance naturelle, et 2, aux engrais minéraux solubles, faiblement solubles. Alors qu'est-ce que c'est que des engrais minéraux, hein? Les engrais minéraux, bon, on va faire rapidement un petit historique, hein,
Ça doit beaucoup aux travaux de M. Justus von Liebig, qui déjà en 1840 a établi les principes donc, de la nutrition végétale et a mis en évidence l'importance de l'ammoniac dans ce domaine. Puis, au début du XXe siècle, la mise au point du procédé Haber-Bosch qui permet la synthèse industrielle de l'ammoniac, NH3, par hydrogénation de l'azote de l'air. Et donc, c'est là qu'intervient l'industrie chimique, donc le grand capital pétrochimique, dans la production des engrais azotés, hein, les fameux ammonitrates. Alors, bon, on passe par la synthèse de l'ammoniac, à partir de l'azote de l'air, moyennant un apport d'énergie fourni par le gaz naturel. Donc, les engrais minéraux, bon, c'est absolument pas un produit naturel, hein, c'est un produit de synthèse qui nécessite un hydrocarbure, le gaz naturel. Bien. Alors, on voit déjà hein, ce que ça permet, cette petite virgule, ce que ça permet. Et on continue. Alors, on conseille également, enfin, l'injonction, puisque c'est un règlement, disons, coercitif, ce règlement, limite strictement l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse au cas exceptionnel suivant. Ça devient de plus en plus intéressant. C'est-à-dire que c'est interdit d'utiliser des intrants chimiques de synthèse, sauf si, premièrement, en l'absence de pratiques de gestion appropriées. S'il n'y a pas de pratique de gestion appropriée, on peut utiliser des intrants chimiques de synthèse. Deuxième possibilité, lorsque les intrants extérieurs visés au point B, c'est-à-dire voilà, bon, la liste, ne sont pas disponibles sur le marché. Lorsqu'il n'y en a pas, bon. Et troisièmement, lorsque l'utilisation des intrants extérieurs visés au point B contribue à des effets inacceptables sur l'environnement. Voilà, et là, limitation. Alors, ça continue avec l'article 16, page 12. La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, bon, inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d'être utilisés en agriculture biologique. Donc, on a produit une liste de substances autorisées. C'est une liste où il y a des centaines de produits. Je ne vais pas tous les énumérer, bien entendu. Les produits et substances figurant sur la liste restreinte ne peuvent être utilisés que dans la mesure où l'utilisation correspondante est autorisée dans le cadre de l'agriculture générale dans les États membres concernés. Bon, ça, il faut que tout le monde soit d'accord. Tous les produits et substances sont d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante, ou s'il n'existe pas d'autre solution. Donc, s'il n'y a pas d'autre solution, on peut utiliser les produits chimiques. On peut ne pas piocher dans cette liste. Alors, on voit bien que cette vieille plaisanterie marxiste inversée, ça pourrait se résumer de cette façon: telle chose est interdite, sauf s'il n'existe pas d'autre solution. Hein? Voilà, donc les pesticides sont interdits, sauf s'il n'y en a pas d'autre solution. Alors, on a des tas d'exemples. Hein? L'affaire des nicotinoïdes des betteraviers du nord de la France. On a interdit l'usage des nicotinoïdes, mais il s'avérait qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait tuer le ver de la betterave, donc on a remis l'autorisation des nicotinoïdes. Et donc, moi je me suis amusé à réécrire une petite synthèse de ce règlement qui résume bien en fait en peu de mots ce qu'il y a dedans. Ça donne ça. Les instances autorisées à légiférer sur l'agriculture biologique considèrent que le mode de production intensif basé sur l'utilisation des ressources fossiles non renouvelables est le seul permettant aujourd'hui de nourrir à bas prix les populations grandissantes en nombre. Toutefois, afin de satisfaire la toquade d'un petit effectif polarisé sur le terme naturel, un label est créé réglementant les modes de production des produits dits naturels. Le principe retenu
est d'établir une liste de 10 000 substances choisies parmi les moins outrageusement chimiques, produites par l'industrie phytosanitaire conventionnelle, et d'autoriser leur emploi tout en permettant de recourir à toutes les autres substances de synthèse si cela ne marche pas. Alors, on va me dire que c'est complètement caricatural et c'est faux, mais j'invite tous mes détracteurs qui pourraient me réfuter à consulter en détail ce règlement et constater que, notamment lorsque je dis que l'agriculture biologique n'a comme seule justification que parce qu'il y a une demande d'un petit groupe de personnes, ben c'est écrit noir sur blanc dans ce règlement. Voilà, alors, bon, avec ce petit exemple, je pense avoir argumenté mon interprétation de cet article 3. L'article 3, donc, qui introduit, et on verra que les articles suivants vont encore accentuer cela, introduit le principe de prévention. Et ce principe de prévention, puisque là on dit prévenir, hein, eh ben, il va être transformé en principe de précaution dans l'article 5, on étudiera un petit peu plus loin, qui va amener d'ailleurs la transition énergétique et la transition écologique. On va passer d'une transition énergétique à une transition écologique. Transition écologique, tarte à la crème, permettant d'être invoqué ou pas, enfin, ce principe de précaution. Ce principe de précaution, dont on va voir que je dirais la non-rigueur que je viens de mettre en évidence dans l'article 3 va être reproduite dans les articles suivants et voire accentuée, eh bien ce principe de précaution va permettre d'être invoqué à chaque fois que ça arrange tel ou tel détenteur du pouvoir effectif ou du pouvoir d'influence. Donc, en résumé, moi je propose un point de pénalité pour réutilisation, ou utilisation encore une fois, d'un stratagème juridique permettant de transformer un principe ou un simili-principe en outil de l'arbitraire. Voilà ce que j'ai à dire sur cet article 3. Merci beaucoup, Christian. Jean-Charles, est-ce que tu veux réagir en premier? Non, vas-y. J'ai des problèmes de connexion, hein. Je ne sais pas ce que ça donne à la visio, mais vas-y, Luc. On te voit bien, enfin moi je te vois bien. Bon bah, moi je dirais, j'ai pas grand-chose à dire. Une première chose, Christian, le principe que tu as énoncé, est-ce que tu peux le mettre dans le chat, qu'on puisse l'afficher et ce que tu as évoqué tout à fait à la fin, là, une proposition d'une rédaction. Ah oui, disons, mon résumé personnel de... Ouais, voilà. Oui, je peux le mettre, oui. Oui. Donc comme ça, les gens pourront le voir dans la vidéo. Écoute, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit. Peut-être un élément qui est introduit dans cet article 3 qui ne figure pas dans les articles précédents, c'est souvent ça se trouve sous une forme de virgule dans les articles, notamment de la DDHC. Hein. Vous pouvez faire ce principe est posé, virgule, mais les détails de réalisation seront fixés dans la loi. Là, c'est dans l'article 3, quelque part, que c'est mis, hein, par rapport à l'article 2, notamment. Hein. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait une virgule, mais ils ont fait un autre article, rien que pour dire « dans les conditions définies par la loi hein. ». C'est un peu le stratagème que tu dénonces. C'est-à-dire qu'au fond, on pose un principe, et puis on donne le moyen, quelque part, de le contourner ou de l'adapter selon les besoins. Donc, bon. Donc on est effectivement dans le domaine du prêche ou de l'incantation qui, d'autant plus comme tu l'as dit, que donc il faut prévenir les atteintes à l'environnement ou à défaut en limiter les conséquences. Bon bah du coup c'est quasiment open bar. Donc après voilà. Donc voilà, moi j'ai pas grand chose à dire. Effectivement, bon, je dirais que
presque au corps défendant de cet article, malgré sa rédaction, je dirais, qui est très permissive et qui ouvre la porte à l'arbitraire, et qui le permet, hein, puisque on voit bien que sur le cas des néonicotinoïdes pour la culture des betteraves, notamment s'il n'y a pas d'alternative, bah voilà, donc on continue. Donc, ce qui attaque les abeilles, hein, c'est un des facteurs, visiblement, qui font qu'il y a une disparition des abeilles dans l'environnement français. Donc, hormis cela, on pourrait se dire que, quelque part, les effets sont malgré tout, puisqu'ils interdisent malgré tout un certain nombre de substances comme le glyphosate. C'est quand même un acte qui a été fait. Alors, il est interdit, attention, il est interdit pour les particuliers, mais pas pour les agriculteurs, pas pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'en définitive, on pourrait se dire même, ça devrait plutôt être le contraire, parce que 80% de l'usage du glyphosate est fait par l'agriculture, or que c'était marginal je dirais, pour les particuliers, et les risques de cancer, parce que puisqu'il est positionné comme cancérogène probable, compte tenu des usages limités des particuliers, ça ne présentait pas forcément le même degré, je dirais, de criticité pour la santé des utilisateurs que pour les agriculteurs. Donc, en définitive, oui, j'allais dire que finalement, c'est quelque chose qui rentre malgré tout en application, malgré cette rédaction. Bon, en fait, je me contredis quelque part moi-même, je préviens cette contradiction en constatant qu'en fait, il n'en est rien. Voilà. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Jean-Charles? Oui, alors, écoute, tout l'exposé de Christian est très bien orienté, il n'y a pas de souci, son illustration aussi. J'ai juste deux petits ajouts à faire. Dans ce qui est dit et ce dont a parlé Christian sur la condition que s'il n'y en a pas, on peut utiliser donc des produits non bio ou enfin non naturels. Bon, ça c'est une des conditions qui a été citée dans les illustrations de Christian. Juste pour faire le parallèle avec le Vax, c'est-à-dire que ils peuvent s'arranger pour qu'il n'y en ait pas, puisqu'on a bien vu comment se sont arrangés pour interdire les traitements alternatifs aux vaccins, et s'il y avait eu traitement alternatif, les vaccins n'auraient pas été utilisés d'après les termes de l'OMS. Donc, on peut tout à fait imaginer que tel ou tel groupe d'intérêt, tel ou tel industriel peut s'arranger par un lobbying actif pour tarir une filière biologique ou naturelle pour pouvoir utiliser un produit qui lui serait moins cher ou plus pratique, un produit qui lui ne rentrerait pas dans les exigences environnementales. Donc là, c'est juste pour préciser qu'ils peuvent se donner les moyens pour encore plus aller plus loin dans le contournement des exigences environnementales. Donc voilà, c'était une première réflexion. Et ensuite, je ne suis pas renseigné, j'aurais peut-être pu m'y pencher, mais je ne savais pas que Christian prendrait cette direction au niveau de l'illustration de cet article. C'est sur la nomenclature REACH. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au niveau de l'Europe, il y avait un truc qui s'appelait REACH, c'était un acronyme REACH qui tendait à faire une énorme nomenclature de tous les produits et de les étiqueter par rapport à leur niveau de respect environnemental ou leur niveau de dangerosité. Et c'était une nomenclature, mais d'après ce que je sais, mais je ne suis pas très au centre de cette affaire, je crois que cette nomenclature qui pourrait être une base de données, un point de départ à tous ces articles, s'est perdu dans les sables parce que sans doute ne satisfaisait-elle pas suffisamment les écologistes, en particulier très au pouvoir en
en Allemagne, où mettez le doigt à des endroits qui gênaient les industriels. Si bien que j'ai l'impression, je crois savoir que cette démarche de cette nomenclature énorme REACH a été abandonnée, ou en tout cas est en stand-by depuis maintenant des années. Voilà, mais je parle uniquement de tête, mais en tout cas, ça corrobore très bien les croisements d'intérêts et les hypocrisies qui peuvent apparaître au niveau de ces questions. Voilà, à confirmer si le REACH s'est effectivement perdu dans les sables bureaucratiques. Voilà, autrement, pas de souci. Je vois, et ça c'est une réflexion que je me fais à la lecture de tout cette espèce de pensum environnemental, que les énoncés sont évitent des postures radicales. Je le vois à travers le mot susceptible, par exemple, toute personne susceptible de voilà. C'est très poli, très lisse, et on parle très peu d'attitude coercitive, et ce texte, définitivement, on le verra, n'assume à aucun endroit l'autorité à laquelle il pourrait vouloir prétendre, et tant mieux parce que l'esprit, la faiblesse d'esprit qui sous-tend cette charte, voilà, évite d'avoir des conséquences trop importantes. Alors donc c'est tant mieux qu'il n'y ait pas de posture radicale, mais cette absence de posture radicale démontre bien que c'est la faiblesse des intentions, des hypocrisies croisées, des conflits d'intérêts qu'il cherche à respecter, etc. Mais là, je sors du commentaire unique de cet article. Voilà. Alors, si tu le permets, Christian, je voudrais rajouter des choses, parce que il m'est apparu 3 choses, en définitive, supplémentaires par rapport à ma première remarque. Tout d'abord, il faut bien noter qu'il y a un certain nombre de substances, et c'est à la lecture de ta reformulation qui clarifie en définitive le discours de l'oligarchie dominante, où tu parles de produits naturels et non naturels. Et en définitive, il faut bien se rendre compte que des impacts sur l'environnement peuvent être aussi réalisés par des produits parfaitement naturels. Je pense aux lisiers de porc, par exemple, qui sont des produits tout à fait naturels, puisque ce sont des excréments de porc, ça peut être des porcs ou d'autres, hein, d'ailleurs, ou même des êtres humains, à la limite, et qui vont faire des concentrations d'azote, de nitrate dans les cours d'eau, qui vont devenir un problème environnemental. Et ça, c'est un premier exemple, mais je vais y revenir juste après. Et puis, il y a d'autres produits qui sont, comme les phosphates, par exemple, qui, eux, sont des produits naturels. Hein. Le phosphate s'extrait des mines et est diffusé je ne suis pas chimiste et je ne connais pas personnellement, mais j'ai travaillé un petit peu dans les déchargements de bateaux. On déchargeait des bateaux de phosphate marocains et algériens. Et j'ai l'impression qu'il y avait à peu près assez peu de conditionnement. Enfin, ils le mélangeaient peut-être avec d'autres, mais le phosphate en lui-même est un fertilisant. Mais c'est ce qui produit également les algues vertes que l'on retrouve sur les bords de mer. Or, c'est un produit parfaitement naturel. C'est-à-dire que la quantité aussi fait le poison. Même l'eau, hein, buvez 100 litres d'eau, vous allez mourir. Hein. En 24 heures, je veux dire, enfin en quelques heures, buvez 100 litres d'eau, vous allez mourir. Même l'eau est toxique à forte dose. Hein. Donc ça, déjà, c'est une première chose par rapport à la reformulation que tu as faite. Et puis, je dirais que de cela, je dirais, dans tous ces articles, c'est à chaque fois toute personne. C'est-à-dire que
toute personne. Alors, on ne sait pas, on a l'impression que les producteurs de ces produits, justement, sont toujours... On n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune distinction, en définitive. Et en fait, et comme on le voit bien dans le discours médiatique d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on cible la personne. C'est-à-dire que la personne étant entendue comme la personne individuelle et non pas la personne morale. Hein. Je pense que c'est pas dans ce sens-là qu'il faut sinon ça serait explicité. Alors, pour moi, enfin, en tout cas, le discours général, c'est de pointer la personne en tant qu'individu. Parce que sinon, on dirait, il est interdit de produire, par exemple, du plastique. Et les pollutions plastiques, la seule solution véritablement pour limiter les pollutions plastiques, par exemple, c'est de ne pas en produire, ou d'en produire uniquement dans les endroits où c'est pas du tout comme peut-être les trucs médicaux ou des choses comme ça, où il n'y a pas de substitution vraiment, et puis que c'est un besoin important. Vous voyez ce que je veux dire? La notion de production, elle est toujours évacuée, on cible simplement la personne. Triez vos déchets, par exemple, et c'est toujours que des actes individuels. Donc je pense que cette formulation sous cette forme de personne, et pas, qui ne cible jamais les industries notamment, est tout à fait significative. Donc, et voilà, je dirais, j'ai glissé, donc il n'y a pas de démarche, en définitive, sociale, collective, en définitive, dans ces articles. Voilà les ajouts que je souhaitais faire. Avant que tu reprennes, je voudrais préciser sur REACH. Donc là, je viens de taper ma petite recherche Google. Effectivement, REACH est un règlement européen entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. Donc ce sont c'est une espèce d'obligation des entreprises de déclarer les produits qui sont dans la nomenclature REACH et qui sont à tel pourcentage de présence dans leurs produits, et toutes les entreprises doivent se plier à une déclaration REACH à partir de leurs produits. Donc là, c'est un survol très rapide pour remise en mémoire de ce protocole, il y a des guides riches, une réglementation riche. On voit les questions qui disent comment calculer le REACH, etc. Quelles sont les obligations des entreprises par rapport au REACH. Enfin voilà, c'est toute une poésie, sans doute très intéressante, qu'il faut avoir en tête lorsqu'on parle d'environnement et de l'application réglementaire. Bon, je parle d'environnement, sans doute peut-être que c'est un souci premier, mais dans ce que je vois, c'est plutôt une nomenclature qui émane de l'Agence européenne des produits chimiques. Donc, comment voilà, tu écris REACH? R-E-A-C-H. Comme d'accord. Voilà, REACH. Et l'Agence européenne des produits chimiques. Donc, si ça vous intéresse, voilà. Mais que je sache, j'avais entendu une interview qui expliquait que le REACH s'appliquait aux entreprises, mais d'une façon, enfin, encore une fois, c'était pas hyper présent, en tout cas dans ce que disait la personne dont je me souviens, dans les préoccupations environnementales. Et il serait intéressant, à la limite, d'aller explorer la relation qu'il y a entre cette réglementation REACH et la présence dans les écrits qui s'intéressent à l'environnement au niveau donc des mêmes instances plus ou moins européennes. Voilà. Oui, alors je vais compléter tout ce qui vient d'être dit, sur lequel je suis bien entendu entièrement d'accord. C'est intéressant que vous avez enrichi l'analyse un peu synthétique que j'ai faite de réflexion qui Ce fut REACH, effectivement. sur plein de choses, oui. Voilà. Alors, bon, sur le fond de l'affaire, l'article 3, parce qu'on reste quand même sur une rédaction constitutionnelle, des chutes coercitives, il s'agit de savoir
finalement, qu'est-ce que permet de faire cet article 3 ou qu'est-ce qu'il interdit de faire? Bon. Est-ce que quand on lit cet article 3 et qu'on essaye de voir ce qu'il en découle, au final, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, comme le dit Luc, dans les conditions définies par la loi. C'est-à-dire, voilà, vous faut faire attention, vous ne devez pas faire ça dans les conditions définies par la loi. Comme d'habitude, ce stratagème, on le connaît bien, enfin cette technique, on la connaît bien, c'est qu'on ne sait pas exactement, on ne sait pas ce qu'il y a dans la loi, et que la loi, elle va pouvoir être modifiée à tout moment. On a déjà plusieurs fois dénoncé et répété cette inconséquence de ce type d'action. Mais là, on va même encore plus loin, on ajoute, c'est non seulement dans les conditions définies par la loi, qu'on ne connaît pas ou qui peut changer du jour au lendemain, on ajoute ou d'en limiter les conséquences. C'est-à-dire que même si c'est interdit, on peut quand même les utiliser pourvu qu'on limite les conséquences. En fait, bon, on a une illustration juridique de la difficulté qu'a le développement durable à s'écrire en texte de loi. Puisque l'objectif, c'est bien le maintien de la société industrielle, avec, disons, l'équation impossible qu'a dénoncé Roegen, une activité industrielle libre de toute pollution. Voilà. Alors, on va réussir à faire ça, et effectivement, comme le dit Luc, on stigmatise la personne, c'est-à-dire, attention, bon, on a une société industrielle, mais attention, vous, et donc là, il y a la culpabilisation du citoyen, il faut faire attention, pas polluer, c'est qu'on produit des produits des toxiques, des produits nocifs, des produits polluants, mais attention à l'utilisateur, il ne faut surtout pas qu'il les utilise trop, ou qu'il les utilise un peu, mais qu'il en limite. Voilà, bon, on est dans une... quelque chose qui est impossible à écrire. On a parlé beaucoup dans le CRC de la difficulté. On se pose la question, est-ce qu'on peut écrire un texte de loi qui soit précis? Bon, là, on se pose la question, puisque le texte de loi, il a pour vocation d'être imprécis. Alors, concernant des choses plus détaillées, qui a été dite, alors je suis tout à fait d'accord avec Jean-Charles lorsqu'il parle, bon, sans entrer dans la théorie du complot, sans qu'il parle d'une justification peut-être en creux de cette affaire de limiter les dégâts, c'est-à-dire vous pouvez en utiliser, si jamais il n'y en a pas sur le marché, vous pouvez utiliser les produits toxiques. Effectivement, les lobbies pharmaco ou de la pétrochimie agricole sont suffisamment puissants pour tarir des filières de produits de substitution qui ne seraient pas d'ailleurs générateurs d'argent. Et on le voit alors, dans l'affaire du Covid, qui est une affaire financière, et que les marges colossales faites sur des produits fabriqués par les gros laboratoires pharmaceutiques. Alors il y aurait peut-être d'autres produits qui... Bref, donc ça, évidemment, ça ouvre la porte à tout ça. On est bien d'accord. L'ambiguïté, et qu'a souligné Luc, des produits naturels, oui, le lisier de porc, les phosphates, tout ça. Alors, bon, le lisier de porc issu des porcheries industrielles, c'est-à-dire sur un espace de 500 mètres carrés, on met 1000 porcs et ça sort des tonnes et des tonnes de mètres cubes de lisier. Bon, rien à voir avec la polyculture élevage répartis harmonieusement autour du territoire, où il y a un cochon qui va faire caca à un endroit et ça fume l'endroit où il est, etc. Et on a un. Bon. Et donc, bien entendu, dans le cas d'une agriculture industrialisée, notamment d'un élevage intensif, c'est une quadrature du cercle impossible à réaliser. Mais là encore, on stigmatise. Attention, il ne faut pas l'utiliser trop. Voilà. Bon, on le produit, mais il ne faut pas l'utiliser. Voilà. Toute personne, enfin, tu te poses la question, est-ce que c'est personne ou personne morale? Oui,
oui, on pourrait dire, peut-être le rédacteur se lèverait, il a dit non, 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 quand je dis personne, il n'y a personne morale aussi là-dedans. Non, mon œil, hein, c'est la stigmatisation de l'individu. Mais bon, ça ne peut pas le prouver, le rédacteur va te dire que tu es personne, c'est aussi personne morale. Donc les entreprises sont voilà. Un débat qui n'est pas inintéressant. Et puis, dernier exemple que tu as donné, qui est très intéressant, plastique, si on ne veut pas avoir de difficultés pour gérer le plastique, il faut interdire de le produire. Non. Il ne faut pas oublier le principe numéro 1, la société industrielle doit continuer. Donc, on doit produire du plastique, mais ensuite, hein, voilà, on va le traiter en faisant en sorte que ça pollue le moins possible l'environnement. Et où est le moins possible? Voilà. Donc, bon, enfin, on ne fait que paraphraser ce qui a été dit au niveau synthétique, mais c'est intéressant quand même de mettre des exemples comme ça pour voir dans quelle impasse finalement eh bien, nos rédacteurs se débattent. Je peux ajouter une chose, puisque dans cet article, c'est la première fois qu'ils font allusion à une relation avec la loi, une condition, un report à la loi. Il faut noter que le Code de l'environnement en France, là, je viens de le vérifier, donc date de septembre 2000. Une ordonnance, enfin voilà, le jargon habituel. Donc, précède de 4 ans cette charte de l'environnement. Ensuite, on voit que bon, il y a même une vieille loi qui date du 10 juillet 76, qui relative à la protection de la nature, etc. Tout législateur, enfin non, toute personne, comment dire, impliquée dans un tel projet aussi ambitieux et solennel que la charte de l'environnement, pourrait utiliser son autorité momentanée pour essayer de circonscrire ou de circonscrire son action et de la rapporter à des règles déjà édictées et même peut-être se les associer, essayer de dire, voilà, la charte de l'environnement, à un endroit, on pourrait voir qu'elle se rapporte ou relaie ou fait référence, enfin, à des écrits qui la précèdent, mais qu'ils vont cautionner ou peut-être explorer ou amender ou l'utiliser comme annexe, on ne sait pas, enfin, quelque chose, une intention pour reprendre un patrimoine légal et de se l'associer pour donner un peu plus de charge, de poids à la charte de l'environnement qu'ils sont en train d'écrire avec tout le faste solennel que pouvait représenter cette rédaction. Mais là, rien, toujours aussi faible dans leurs intentions, aussi mou dans leur... voilà. Donc, voilà, c'est une remarque que je voulais faire. Voilà, vas-y, Christian, commente. Alors, là, tu rentres en plein dans les travaux du recours Constitution. Parce que tu évoques, en fait, une antériorité de la loi par rapport à un amendement de la Constitution. Cette charte de l'environnement, elle est constitutionnelle. Donc, elle va énoncer des principes. Et ces principes, ils sont peut-être contradictoires avec une loi qui existe déjà. Qui le vérifie? Voilà. Nous. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État, il est chargé justement d'abroger, comment ils disent, implicitement les lois qui deviendraient caduques par des textes postérieurs. Constitutionnels ou non d'ailleurs. Hein. Alors, le Conseil constitutionnel, non. Parce que le Conseil constitutionnel... Non, Conseil d'État. Oui, non, mais ça, oui. Je de la mécanique. Le Conseil, on pourrait dire Conseil constitutionnel. Non, le Conseil constitutionnel, il vérifie si une loi est conforme à la Constitution. Il ne vérifie pas si un amendement de la Constitution vient contredire une loi. Et là, rien n'est prévu. Il se trouve qu'il y a une jurisprudence qui fait que le Conseil d'État peut pointer
hein, il peut dire, écoutez, cette loi qui était antérieure à ce qui a été écrit ensuite dans la Constitution, personne n'a le pouvoir de l'abroger. Ni moi, ni le Conseil constitutionnel, il n'y a que l'Assemblée nationale souveraine qui peut le faire. Mais je conseille, pas j'ordonne, mais je conseille, ou j'incite, j'enjoins, je ne sais pas comment dire, bon, tous les tribunaux de France à ne pas appliquer cette loi. Voilà. Et donc, par contre, effectivement, là où faire le lien avec ta remarque, Jean-Charles, c'est que des textes législatifs ayant déjà été rédigés, établis avant cette charte de l'environnement, il aurait été judicieux qu'une annexe à cette charte de l'environnement fasse un état des lieux de la législation préexistante et dise, vous voyez, bon, ça et ça c'est bon, ou que on est annexé à cette charte les modifications qu'elle va impliquer, ou tout au moins, disons, elle confirme vraiment tout ce qui a déjà été écrit. Et ça, on n'a pas la moindre indication là-dessus. très bien, messieurs. Bon, ben, je propose que nous en restions là pour aujourd'hui. Nous poursuivrons cet examen par l'article 4 lors de la prochaine séance. Au revoir.